Bonjour à tous, donc je suis content déjà que vous soyez aussi nombreux et nombreuses dans la salle à cette heure-ci. J'espère que vous n'avez pas trop mal à la tête. Donc moi je suis médecin généraliste, j'ai une petite activité libérale et je travaille aussi dans une start-up qui s'appelle Calia, et c'est plutôt à ce titre-là que j'interviens ce soir, puisque dans ce cadre-là, en fait, je fais beaucoup de veille scientifique. Donc moi, je suis formé à la recherche clinique, un peu à la micronutrition et à l'information et au journalisme médical. Et donc, je vais vous raconter un petit peu ce qu'on fait. Et en fait, on s'intéresse principalement aux approches non médicamenteuses. Et on a traité la migraine comme problème de santé. Donc, donc déjà, tout à l'heure, j'ai entendu le docteur Mawet qui présentait une prévalence d'à peu près 12% dans la population générale. J'ai lu des chiffres dans une population féminine entre 35 et 45%, ça peut même grimper à 20-25%, puisqu'on dit que c'est 3 femmes pour un homme environ. Donc je pense que dans la salle, vous êtes certainement nombreux et nombreuses. On pourrait faire le test d'ailleurs. Alors peut-être sans parler de vous, est-ce que, en levant peut-être juste le bras, vous pourriez dire, dans votre entourage proche, ou enfin, soit vous-même, soit dans votre entourage proche, est-ce que vous connaissez des personnes qui souffrent de migraine? Peut-être en levant les bras. Voilà. Donc voilà, c'est une pathologie qui est... Enfin, je sais pas, vous ne voyez pas, mais moi je peux vous dire qu'il y a des bras levés un peu partout. Donc c'est une pathologie qui est extrêmement prévalente et donc très invalidante. Et comme c'est une pathologie qui est relativement féminine, en fait, on a des patientes qui s'intéressent quand même pas mal aux médecines douces et aux approches non médicamenteuses, qui cherchent à passer par des alternatives non médicamenteuses, pour la raison simple qui a été dite tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup d'effets indésirables des traitements, notamment des traitements de fond, avec de la prise de poids par exemple sous antidépresseurs, de la fatigue sous bêta-bloquants, etc. Voilà, donc juste peut-être pour rappeler que donc, les approches non médicamenteuses sont assez négligées quand même, alors qu'il y a quand même pas mal d'études à l'appui. Donc côté Calia, nous ce qu'on fait, c'est qu'on a créé une application web et une application une application mobile avec une version freemium qui est gratuite, donc vous pouvez la télécharger. Et on va en fait référencer toutes les approches non médicamenteuses qui ont été étudiées, et notamment celles qui ont été méta-analysées. Donc pour ceux qui connaissent un peu la recherche scientifique, les méta-analyses, ce sont des travaux très fouillés des chercheurs, ce qu'on appelle des revues systématiques de la littérature. Donc les chercheurs vont regarder dans pas mal de bases de données pour essayer de trouver un maximum d'études sur le sujet, et ils vont compiler les résultats pour faire comme si c'était une méga étude, afin de sortir un résultat encore plus fiable. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller regarder la taille d'effet, donc c'est vraiment la magnitude de l'effet. Est-ce que, par exemple, le magnésium pour la migraine, c'est un peu efficace, modérément efficace, très efficace pour réduire la fréquence des migraines ou pour réduire l'intensité des migraines? Donc ça, c'est la première chose. Et on va refaire les méta-analyses, c'est-à-dire qu'on va enlever les études qui n'ont pas les bons groupes contrôle, parce que, évidemment, pour faire un classement, il faut pouvoir comparer des choses qui sont comparables. Donc pour tout ce qui est complément alimentaire, on va faire versus placebo, et on va éliminer toutes les études qui ont un groupe comparateur qui a un médicament, par exemple. Donc ça, c'est la taille d'effet. Et après, ce qui est important, si vous voulez conseiller quelqu'un, votre proche, une approche non médicamenteuse ou même un médicament, en fait, c'est d'être sûr que ce qu'on affirme est vrai. Donc il y a la taille d'effet, il y a aussi ce qu'on appelle le niveau de preuve. Donc c'est le niveau de certitude selon lequel l'affirmation est vraie. Et donc pour ça, il faut regarder tout un tas de critères. Et donc nous, on a développé, en collaboration avec un labo universitaire Paris-Nanterre, un algorithme où on va regarder dans les méta-analyses un certain nombre d'indices. Par exemple, s'il y a beaucoup de participants dans les études incluses, ça va augmenter le niveau de certitude, parce qu'on est plus certain du résultat, les résultats sont plus précis tout simplement. Si les résultats sont très hétérogènes, ça veut dire que s'il y a une étude qui dit que ça fonctionne et l'autre qui dit l'inverse, bon, ça veut dire que ça va dégrader le niveau de certitude. Finalement, il y a un peu de flou qui s'y met. Est-ce qu'il y a des biais de publication? Est-ce qu'il y a des études qui n'ont pas été publiées? Et si c'est le cas, c'est probablement parce que les résultats n'étaient pas positifs, donc ça va dégrader le niveau de preuve. Il y a aussi la qualité méthodologique des études incluses. On sait qu'il y a des biais méthodologiques dans les études, et donc les chercheurs qui font ces méta-analyses, en fait, ils vont regarder aussi le risque de biais des études qui sont incluses. Donc ça, nous, on va s'en servir pour dégrader ou monter la classe de niveau de preuve.
Et donc à la fin, vous avez un niveau de certitude pour chacune de ces approches sur des critères de jugement qui sont cliniquement pertinents. Pour la migraine, typiquement, ça va être la fréquence des migraines et l'intensité des migraines, voire parfois la durée des migraines. Donc là, c'est un peu ce que j'ai dit, donc je vais passer. Il y a encore d'autres choses qu'on recherche, mais je ne vais pas m'étendre sur la question. Voilà, puis ce qu'on fait aussi, c'est qu'on va délivrer toutes les règles d'hygiène de vie. Donc là, on est vraiment sur les comportements du quotidien. Et donc ces règles d'hygiène de vie, en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder dans les recommandations de sociétés savantes internationales. Donc on ne se limite pas à la France, mais on va regarder ce qui se dit aux États-Unis, au Canada, etc. Et du moment qu'il y a une recommandation sur de l'hygiène de vie, on l'incorpore. Et ça, c'est dynamique. On met à jour en permanence, au même titre d'ailleurs que les scores de niveau de preuve et de niveau d'efficacité des interventions. Donc vous avez vu la diapo, globalement il n'y a rien d'extravagant, on est vraiment sur les fondamentaux, les piliers du mode de vie pour la migraine. Alors pour la gestion du stress, donc comme ça a été dit tout à l'heure, le stress est assez corrélé en fait aux crises de migraine. Alors selon les études, les crises de migraine, après les stress, elles interviennent parfois lors de la relaxation, voilà, ou parfois un peu en décalé. Souvent on dit que quand le stress c'est l'après-midi, la crise migraineuse va être le soir, en soirée ou la nuit, et si c'est en soirée ou la nuit, souvent ça va être le lendemain. Donc évidemment, il faut essayer de faire en sorte de limiter un maximum le stress en employant des techniques de gestion du stress, parce qu'on pourrait très bien dire, on évacue tous les stress, voilà, on essaye de mener, on va dire, une vie pas stressante, mais en fait ça c'est pas possible, voilà. Donc il faut essayer de faire face, en fait, de mieux faire face au stress, et pour ça il existe différents types de techniques. Donc il y a la TCC, c'est les thérapies cognitives et comportementales, donc là c'est surtout les psychologues. Donc il y a le MBSR, la réduction du stress basée sur la même conscience. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros c'est d'essayer de laisser filer les idées, quelles qu'elles soient, négatives, etc., sans jugement. Et puis la relaxation musculaire progressive, le biofeedback. Donc relaxation musculaire progressive, c'est des techniques où on va contracter et relâcher les muscles, et puis on va essayer d'être conscient dans quel état sont les muscles. Et le biofeedback, c'est un peu la même chose, mais on va mesurer différentes choses, notamment la température, la fréquence cardiaque, etc., pour vraiment montrer à la personne, au patient, l'efficacité de ces techniques de relaxation. Donc, comme vous l'avez vu, les niveaux de preuve ne sont pas très élevés. Ce sont des niveaux de preuve souvent faibles parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études sur le sujet, ou quand il y a des études, les critères de jugement ne sont pas forcément les mêmes, etc. Donc voilà, ce sont des interventions dont elles peuvent être efficaces, on n'en est pas sûr à 100%. Globalement, c'est pas risqué du tout, donc j'ai envie de dire, pourquoi pas essayer. Ensuite, pour ce qui est de la gestion du sommeil, on sait l'importance du sommeil régulier, donc moi ce que j'ai envie de dire aux patients migraineux, c'est d'essayer d'être presque un sportif de haut niveau, alors pas dans l'intensité de l'activité physique, mais en termes d'hygiène de vie. J'entendais tout à l'heure le docteur Mawek qui parlait de pathologie du changement, et c'est très vrai en fait. Donc l'idée c'est d'essayer d'avoir des routines, et puis d'avoir un mode de vie en fait très, très régulier. Et pour le sommeil, c'est exactement le cas. On voit en fait des patients qui génèrent des crises de migraine lorsqu'ils manquent de sommeil, tout simplement. Donc l'idée, c'est d'essayer de faire 7-8 heures au moins par nuit dans le lit. Et puis souvent, les auteurs recommandent en fait des routines le soir. Donc pour améliorer l'hygiène du sommeil, vous les connaissez certainement. Donc il y a laisser les portables, ne pas traîner au lit le soir, ne rien faire dans le lit d'autre que dormir, une chambre fraîche, dormir et voir autre chose, mais en tout cas ne pas lire, ne pas faire d'ordinateur, de portable, etc. dedans. Voilà, puis une chambre fraîche, etc. Pas trop d'écran, au moins 1 heure avant d'aller dormir. Il y en a certains qui disent de ne pas manger pendant les 4 heures qui précèdent l'endormissement, et puis ne pas boire pendant 1 ou 2 heures juste avant d'aller dormir. Voilà ce qui se dit. Donc ça, ces interventions-là, en fait, globalement, elles réduisent quand même la fréquence des migraines, donc elles sont intéressantes. Alors, niveau alimentation, il y a quand même pas mal d'études sur le sujet. Mais le problème, ce sont souvent des études isolées. Et on sait que pour être sûr que quelque chose fonctionne, il faut que les études soient répétées et qu'elles disent toutes la même chose. Donc, typiquement, on a des...
Donc typiquement, on a des études par exemple sur l'index glycémique des repas, on a des études sur le régime cétogène, on a des études sur le rapport oméga 3, oméga 6, on a des études sur le régime méditerranéen. Donc globalement, ces études sont souvent positives, mais ce sont des populations très singulières, et donc on ne peut pas trop généraliser. Et donc il manque un peu de preuves pour tout ça. Donc ce qui est préconisé en règle générale, c'est d'essayer d'avoir une alimentation saine. Et qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une alimentation saine? C'est globalement un régime méditerranéen, donc vous connaissez, donc céréales, légumes, fruits et légumes colorés si possible, des bonnes graisses, donc de l'huile d'olive, de l'huile de colza, des poissons gras notamment, alors surtout pas trop d'aliments ultra transformés. Parce qu'il y a certains facteurs déclenchants qui sont suspectés à donner des crises de migraine. C'est par exemple le glutamate monosodique qu'on va trouver dans certaines sauces ou soupes desséchées, des choses comme ça. Il y a aussi les nitrates qu'on peut trouver dans les charcuteries, donc pas trop d'aliments transformés. On n'en est pas certain, mais voilà, il y a certaines études qui peuvent faire évoquer ce type d'aliments comme facteur déclencheur. Pardon. Alors, parmi les facteurs déclenchants alimentaires, effectivement, je ne sais pas si tout le monde a entendu, mais le chocolat a été évoqué. Et en réalité, effectivement, ça fait partie des 4-5 facteurs alimentaires déclencheurs les plus souvent retrouvés dans les études, au même titre que le café, l'alcool et notamment le vin rouge. Et après, il y en a plein d'autres, mais dont on est beaucoup moins certain, comme certains fromages tels le cheddar, etc. Donc, il y a toute une liste. Alors, la question, c'est est-ce qu'il faut vraiment le dire, est-ce qu'il faut vraiment donner cette liste aux patients migraineux? Je ne suis pas sûr qu'il faille la donner, en tout cas ceux dont on est moins certain qui déclenchent les crises de migraine. Ça va dépendre en fait beaucoup, je pense, de la personne qu'on a en fait en face de nous, parce que si c'est une personne qui a des troubles du comportement alimentaire, le risque c'est de générer en fait un régime très restrictif, peut-être même des carences. Donc, à mon avis, il faut plutôt leur demander de tout simplement faire un agenda pour trouver des déclencheurs, que ce soit alimentaire ou autre, ce qui sera, à mon avis, bien plus intéressant pour eux, parce qu'il y a une forte variabilité en fonction des personnes. Ça ne sera pas les mêmes facteurs déclencheurs, donc, il vaut mieux leur demander. D'ailleurs, c'est ce qui est préconisé souvent par les sociétés savantes, et notamment la Société danoise des céphalées. Voilà. Le régime cétogène, il y a des études positives, mais le niveau de preuve est faible à modéré. Donc, ce n'est pas recommandé à l'heure actuelle, mais peut-être que ça évoluera prochainement. Voilà. Et puis, une alimentation très régulière. Il faut éviter, a priori, les périodes de jeûne. Il faut vraiment une régularité dans l'alimentation. Alors, l'activité physique, ça, c'est un point important, je pense. Donc, c'est recommandé notamment par la Société française des céphalées. Donc, c'est des recommandations qui sont assez récentes. Vous savez que cette société française a fait des recommandations non médicamenteuses, donc vous pouvez aller les voir si vous voulez. Et donc, ce qui est recommandé en termes d'activité physique, c'est surtout les exercices aérobie. Donc, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais voilà, globalement, c'est tout ce qui tout ce qui nous essouffle un peu, on va dire. Donc, il y a la marche, la course, la natation, pourquoi pas la danse. Voilà, ce sont des activités qui essoufflent, et puis ce sont des activités d'intensité modérée qu'il faut viser. Donc il faut que ça gêne un peu la manière de parler. Si vous courez à côté de quelqu'un d'autre, il faut être voilà, mais il faut pouvoir continuer à parler. Il faut qu'il y ait il faut ressentir quand même l'effort. Voilà, mais il ne faut pas faire des exercices intenses et surtout ne pas les faire si on n'est pas préparé, si on n'est pas habitué à les faire. Ça peut par contre déclencher des migraines. Donc il faut s'échauffer, il faut essayer de bien s'hydrater aussi. Voilà, donc c'est à double tranchant, mais par contre, on sait que ça c'est efficace pour réduire la fréquence des migraines. Et donc ce qui est préconisé par contre, c'est qu'il faut dire aux patients que ça ne va pas être instantané. Parfois, il faut 2 mois en fait, pour que ça agisse. Voilà. Donc ça, c'est important de le savoir, parce que parfois même, au début, ça peut provoquer des céphalées ou des migraines. Donc vraiment dire aux patients d'être patients et que c'est la régularité en fait, qui va payer, et le fait de maintenir dans la durée, quoi. Donc les facteurs déclencheurs, on en a un peu parlé. Il y en a plein, en fait. Il y a la fatigue, le stress, l'anxiété. J'ai vu les problèmes de cervicales, parfois les traumas crâniens, les conditions météorologiques, la chaleur, l'excès de chaleur, les changements d'altitude, les stimulations lumineuses, les bruits trop forts, les odeurs trop fortes. Voilà, donc il y a plein de facteurs déclencheurs potentiels qui ne seront pas forcément les mêmes en fonction des personnes. Donc c'est pour ça que c'est important de tenir un calendrier pour trouver justement des déclencheurs, mener l'enquête
et essayer de, voilà, ça c'est vraiment de l'empowerment, c'est d'essayer d'améliorer son état de santé en fait en menant l'enquête chez soi. Et après, je voudrais juste parler des autosoins. Alors, les autosoins, ce que j'appelle les autosoins, ce sont les techniques qui sont assez facilement utilisables à la maison. Donc, on a des techniques manuelles comme le drainage lymphatique, le gua sha pour ceux qui connaissent, quelque chose qui permet de frotter et puis créer peut-être des interférences avec la douleur. La réflexologie plantaire, alors ce sont des études en fait qui sont, ce sont des petites études qui ont un très faible niveau de preuve parce qu'elles ne sont pas reproduites, la méthodologie n'est pas impeccable, etc. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça, a priori, il n'y a pas d'effet indésirable, donc pourquoi pas tester. Je voulais parler aussi de l'importance de l'effet placebo. Alors ça, c'est important surtout dans la migraine, parce qu'en fait, il y a des études, et notamment des méta-analyses, qui montrent que 57 à 66% de l'effet des traitements de fond antimigraineux, pour les anticorps anti-CGRP, je crois que c'est 66% de son effet qui est lié en fait à un effet contextuel. Donc c'est pas un effet intrinsèque, hein, c'est vraiment l'effet placebo. Voilà. Donc je pense que c'est assez important pour être dit. Donc ça veut dire que l'effet placebo importe beaucoup dans la migraine. C'est pas un effet purement statistique, l'effet placebo. L'effet placebo, il y a des modifications, par exemple d'hormonologie, etc. Donc il y a des vrais effets en fait dans le corps. Donc ça, il faut le retenir. Et donc il faut optimiser à chaque fois avec nos patients cet effet placebo. On peut arriver à l'optimiser. On sait très bien que, par exemple, la réputation du médecin, si on parle du médecin, le fait de faire un acte invasif, etc., ça va augmenter l'effet placebo. Et puis, il faut faire attention à l'effet nocebo, qui est l'inverse. Donc là, il faut se méfier. Et notamment, il faut se méfier de ce qu'on dit sur, par exemple, des alternatives non médicamenteuses. Alors, je sors complètement de la migraine, mais par exemple, l'ostéopathe qui dit que le bassin est décalé, etc., pour les lombalgies chroniques, ça peut être dangereux parce que ça peut induire une sédentarisation, etc. Donc, il faut globalement faire très attention au discours et il ne faut pas induire en fait, des croyances, etc. Et pour la migraine, c'est un peu la même chose. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit. Voilà. Puis après, il y a des études par contre un peu plus probantes là, sur le froid pour la douleur de migraine, donc avec des effets qui ont été constatés sur des crises migraineuses pour la crise migraineuse. Donc ce qui est recommandé souvent, c'est de s'allonger dans le noir, vous l'avez entendu, de mettre soit un chiffon un peu mouillé, frais sur le front. Alors il existe en fait maintenant pas mal d'objets pour aider des roll-up, des pierres, des choses comme ça, notamment à mettre au frais. Voilà, donc ça, ces techniques, c'est ce que j'appellerais en fait des interventions prometteuses, mais peu risquées. Elles ne sont pas très probantes, mais elles sont prometteuses et peu risquées. Et à mon avis, ça, on peut y aller. Pourquoi pas essayer? Je veux dire, ça peut rapporter gros, et surtout qu'on sait que l'effet placebo compte pour beaucoup dans la migraine. Alors, en complémentation alimentaire, il y a pas mal de plantes et de micronutriments qui ont été testés et qui peuvent en fait jouer sur la physiopathologie de la migraine, parce qu'on a entendu tout à l'heure, la physiopathologie, elle est assez complexe et elle touche à pas mal de structures, notamment cérébrales et la dépolarisation des cellules, etc. Donc globalement, il y a toute cette liste-là. Alors ce que vous voyez là, ces lettres un peu bizarres en vert ou en rouge là, en fait, ça c'est des acronymes pour désigner des sociétés savantes. Donc il y a surtout les Canadiens, les Américains. Il y a une société savante européenne aussi qui ont émis en fait des recommandations plus ou moins fortes pour la prescription de ou le conseil en tout cas de prendre ces compléments-là. Alors il existe des formulations avec un mélange de riboflavine, de coenzyme Q10, de magnésium et de grande camomille par exemple, avec notamment un essai clinique, là j'ai regardé avant-hier, de 2018, donc c'est un essai clinique ouvert où on voyait très bien en fait la baisse de la fréquence et de l'intensité des migraines. Donc probablement que ça fonctionne. Après, il faut faire attention parce qu'il y en a certains d'entre eux qui présentent des substances toxiques, notamment la pétazide. Il y a des alcaloïdes. Alors là, il faut arriver à le lire. Pyrrolizidiniques, voilà, j'ai réussi à le dire, qui peuvent entraîner des lésions hépatiques. Donc il y a certaines sociétés savantes qui ne le conseillent pas en raison de ces substances-là, mais il existe des produits où ces substances-là ont été en fait enlevées. Et donc notamment au Canada, la société savante canadienne, elle recommande en fait ce produit-là qui, dans les études, effectivement, montre systématiquement une baisse de la fréquence et de l'intensité des migraines. Voilà, donc voilà globalement ce qui existe en termes de complémentation alimentaire.
Et ça, c'est les recommandations 2021 de la Société française des céphalées. Donc globalement favoriser l'activité physique, et notamment d'endurance, c'est ce que j'appelais l'activité physique aérobie. La micronutrition et la phytothérapie est pourquoi pas conseillée. Les interventions électriques et magnétiques, on n'en a pas trop parlé, mais il existe maintenant beaucoup de différents systèmes, notamment de RTMS par exemple, le TENS, etc. Donc ça aussi, il y a de plus en plus d'études. Les interventions psychologiques et psychocorporelles en cas de stress ou d'anxiété. Et puis l'acupuncture, on n'en a pas trop parlé, mais le niveau de preuve est assez important, notamment sur des études d'acupuncture versus shame acupuncture, donc c'est des aiguilles factices. Voilà, donc on voit bien qu'il existe pas mal de pratiques qui peuvent être essayées. Voilà, donc j'ai déjà parlé tout à l'heure de l'effet placebo et l'effet nocebo, mais autant le rappeler, je pense que c'est vraiment important d'y faire attention. Et donc aussi, c'est important de faire attention pour un médecin, mais pourquoi pas pour d'autres professionnels de santé, de la communication, parce qu'on sait que ça va jouer sur l'efficacité des traitements. Voilà, ça fait partie de ces effets contextuels. Voilà, donc en conclusion, il y a une multiplicité des approches non médicamenteuses. Je pense que c'est assez important de personnaliser l'approche parce qu'il n'y a pas un migraineux qui ressemble à un autre migraineux, notamment en termes de facteurs déclenchants. C'est intéressant voilà, pour un professionnel de santé de continuer à se former parce qu'on l'a vu en première diapo, je n'ai peut-être pas trop relevé, mais il y a 70 nouveaux essais cliniques par an qui concernent le non médicamenteux. Donc pour le médicament, c'est certainement beaucoup plus que ça. Mais voilà, il y a quand même des études sur le sujet. Alors nous, côté Caliapro, c'est vraiment dynamique. Donc vous pouvez vous inscrire. Voilà, il y a une application Android et il y a aussi une version pour les iPhones. Et voilà, vous allez voir que le classement est mis à jour en permanence en fonction des nouvelles méta-analyses. Il y a aussi un classement bibliométrique. Donc pour les interventions qui n'ont pas été méta-analysées, parce qu'il y en a quand même pas mal, on a quand même un classement bibliométrique. Donc là, ça nous dit en fait le nombre d'études sur le sujet. Et puis vous pouvez accéder en fait à des résumés vulgarisés en français de chacune de ces études. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et puis ce qu'on va faire aussi, c'est comme on est en train de sortir une version grand public, c'est de en fait, voilà, peut-être faire ressortir des protocoles d'intervention qui ne sont pas trop risqués et qui peuvent rapporter gros, comme je disais tout à l'heure, pour que les patients puissent en fait tester ça et puis ne garder que ce qui fonctionne pour eux et puis abandonner le reste, bien sûr. Voilà, donc merci pour votre attention. N'hésitez pas à me contacter.